L'enseigne néon clignotante du Rosie's Diner projetait des ombres écarlates sur les rues gorgées de pluie de Brooklyn. Mia Rousseau essuyait le comptoir pour la 100e fois, ses mains mécaniques. À 24 ans, elle maîtrisait l'art de la survie, la tête baissée, le travail acharné et le paiement incessant de factures d'hôpital exorbitantes. Sa mère, Elena, agonisait. Un cancer de stade 4 se moquait des comptes bancaires vides et des prières inaudibles. Elena ne s'accrochait qu'à la morphine et à une boîte de velours qu'elle serrait même en dormant, contenant une bague qu'elle refusait de vendre, quelle que fût leur détresse. Le carillon de la porte retentit. Mia ne leva pas immédiatement les yeux. Un contact visuel malencontreux dans ce quartier pouvait être périlleux. Mais un silence soudain lui fit frissonner l'échine. La poignée d'habitués s'était figée, les yeux rivés sur l'entrée. L'homme se tenait là, dans l'embrasure, comme s'il possédait non seulement le restaurant, mais toute la ville. Un costume noir sur mesure, des chaussures en cuir italien, l'assurance tranquille d'un prédateur n'ayant jamais connu la peur. Son visage était un assemblage d'angles vifs et d'une beauté froide. Des cheveux sombres, rejetés en arrière, dévoilant des traits sculptés dans du marbre. Mais ses yeux, gris orageux, absolument impitoyables, étaient ce qui lui coupait le souffle. En quelques secondes, le restaurant se vida. Seule Mia resta, avec Joey le cuisinier dissimulé à l'arrière, et cet étranger dangereux qui choisit la banquette la plus sombre du coin. Mia saisit un menu aux doigts mains tremblants. « Bienvenue chez Rosie's. Que puis-je vous offrir ?» Il ne jeta pas un œil au menu. Ses yeux gris se posèrent sur les siens avec une précision de tireur d'élite. Double espresso, sa voix roulante et enfumée, empreinte d'une origine sicilienne. « Arrive tout de suite. » Elle se réfugia près de la machine à café où Joey chuchota, urgent. « C'est Dante Valente, le fils du Don. Il possède la moitié de Brooklyn. » Impitoyable ne suffisait pas à le décrire. Tout le monde connaissait le nom Valente, un empire bâti sur le sang et la loyauté. Les mains de Mia tremblaient en préparant l'espresso. Lorsqu'elle le servit, sa main sortit de sa manche, et le monde de Mia s'arrêta. À son annulaire droit brillait une bague qui lui coupa le souffle, de l'or massif gravé d'un phénix renaissant des flammes, les ailes largement déployées. Un unique rubis en guise d'œil, et l'anneau ciselé pour ressembler à des langues de feu. Impossible, identique. Elle l'avait vue, cette bague, toute sa vie, dans la boîte de velours de sa mère. Le même phénix, le même œil de rubis, le même anneau de feu. Elena avait dit qu'elle était unique en son genre, un cadeau de son grand-père sur son lit de mort. « Garde-la précieusement », chuchotait Elena. « C'est la preuve, preuve de ce qui avait été volé. » Les mots s'échappèrent avant que Mia ne puisse les retenir. « Ma mère a une bague exactement comme la vôtre. » Dante Valente se figea. Il déposa lentement la tasse, ses yeux glacials se levant. Le dédain habituel disparut, remplacé par une concentration mortelle. « Répétez cela », ordonna-t-il, sa voix dangereusement basse. L'instinct de survie de Mia lui hurlait. « Fuyez !» Mais l'image d'Elena serrant cette bague identique la laissa clouer sur place. La bague, le phénix avec l'œil de rubis. Ma mère a la même, exactement la même. Quelque chose d'indéchiffrable traversa son visage. Il examina la bague comme s'il la voyait pour la première fois. Impossible. Cette bague est dans la famille Valente depuis trois générations. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a toujours eu qu'une. Mais non, insista Mia désespérément. Je l'ai vue toute ma vie. Alors votre mère est soit une menteuse, soit une voleuse. Dante se pencha en avant, la température ambiante chutant. Parce que la seule façon pour qu'elle ait cette bague, c'est si c'est celle qui a été volée à ma famille, il y a 30 ans. Et dans ma famille, nous traitons les voleurs de manière très spécifique. La menace planait, mortelle. Mia retrouva sa voix et sa dignité. Elle n'est pas une voleuse. Dante se leva, tirant des billets de $100, 100, plus que ce qu'elle gagnait en une semaine, pour le café. Son sourire était assez aiguisé pour trancher. Dites à votre mère que les Valentes récupèrent toujours ce qui nous appartient. Toujours. Il se dirigea vers la porte, mais la fureur de Mia éclata. Elle n'est pas une voleuse. Il s'arrêta sans se retourner, puis « Prouvez-le. 48 heures. » La porte se referma. Le carillon sonna comme un glas. Mia resta figée, sachant que sa simple observation avait mis en branle quelque chose de catastrophique. Le trajet vers l'hôpital fut un flou. Elena semblait chaque jour plus petite, sa peau translucide sur des os d'oiseau, mais ses yeux restaient vifs quand ils s'ouvraient. « Maman,
j'ai besoin de la vérité sur la bague. Le corps d'Helena se raidit. Le moniteur s'affola. Que s'est-il passé? Je l'ai vue, la même bague à la main de Dante Valente. La couleur quitta le visage d'Helena. Valente, Sainte Marie, ils nous ont retrouvés. Maman, s'il te plaît. La boîte de dépôt, Première Nationale, boîte 237, 237. La prise d'Helena se resserra malgré sa faiblesse. Mais, écoute, ton père n'était pas un voleur. La bague était son droit de naissance, volé avant ta naissance. Je ne comprends pas. Ton père n'était pas seulement Marco Russo. Les larmes d'Helena coulaient. Il était Marco Valentini, le neveu du vieux Don. Le monde de Mia s'effondra. Son doux père, né dans la mafia. Il est tombé amoureux de moi, une personne sans importance. Sa famille l'a interdit. Helena sourit à travers ses larmes. Mais Marco m'a choisi, a tout abandonné, a changé de nom, a pris un travail de construction, nous a bâti une petite vie. La bague fut offerte à Marco pour ses 18 ans, symbole du lignage Valente, preuve de son ascendance. Quand il partit, il l'emporta. La famille y vit un vol. Giovanni Valente jura que Marco mourrait. Les pièces s'assemblèrent douloureusement. Ils ont attendu 16 ans, l'ont laissé bâtir une vie, puis l'ont tué. Giovanni est patient, cruel. Il voulait que Marco souffre d'abord, qu'il ait quelque chose de précieux, puis qu'il perde tout. Helena sanglota. L'accident était un meurtre, un message. 48, heure était bien devenue 46, et la vie de Mia ne serait plus jamais la même. Trois jours plus tard, le nom arriva, crypté, de Geneviève Adler, l'avocate de Dante. Owen Callaway ne signifiait rien pour Dante. Il chercha dans les bases de données de Valente Holdings, registre d'employés, sous-traitants, 1 siècle de transactions. Rien, trop propre. Geneviève apparut à la porte de son bureau, une femme stricte, en costume sur mesure, tenant un dossier mince. Vous n'aimerez pas ça. À l'intérieur, des registres publics. Un acte de naissance. Helena Ann Callaway, Wilmington, Delaware. Père, Owen Callaway. Puis, un autre document, une demande de brevet de 1968. Inventeur, Owen Callaway. Un nouveau système d'engrenage pour turbines industrielles, à couple élevé. Statut, retiré. Le sang de Dante se glaça. Il reconnut le schéma, un précurseur primitif de la turbine Valente Mark III, qui propulsa l'entreprise de son grand-père au rang de puissance mondiale au début des années 70. Le crédit avait été attribué uniquement à William Valente. Demande retirée le 12 octobre 1968, déclara Geneviève. Le 14 octobre, Owen Callaway a déposé 50 000 $. Il a quitté son emploi une semaine plus tard, n'a plus jamais travaillé en ingénierie, décédé d'une crise cardiaque 6 ans plus tard, à 42 ans. Paiement en espèces avec clause de confidentialité, une idée brillante achetée et enterrée. Mon grand-père a volé son invention et l'a fait taire, dit Dante, ses mots comme des cendres. Les 50 000 $ étaient bon probablement des honoraires de consultation pour rendre le tout légal. Aucune trace écrite. Votre grand-père était méticuleux. Et la bague? C'est étrange. Geneviève fit glisser un autre document. Un bijoutier qui avait acheté les actifs de Dubois Atelier. De vieux registres, mais des registres méticuleux. En 1922, Alaric Valente a commandé deux bagues signées Phénix identiques. Payé pour les deux. Une note de l'artisan en marge. Elle fit glisser une traduction, une pour le bâtisseur, une pour le rêveur, qu'ils volent ensemble. Deux bagues. Le fantôme de l'histoire familiale était vrai. Donc Callaway ne l'a pas volée, murmura Dante. Quelqu'un la lui a donnée. Mais qui? Pourquoi? L'énigme ne concernait plus une serveuse. Elle concernait les fondations de sa famille, bâties non sur la résilience, mais sur des mensonges. Il devait lui reparler. Mia essuyait le comptoir quand Dante apparut dans l'embrasure de la porte, les lumières de la ville le découpant dans l'obscurité. « Mademoiselle Russo, j'ai besoin de vous parler. » Dehors, l'air frais de la nuit, la rue bruissait des sons de la ville, un contraste saisissant avec le silence tendu entre eux. « Votre grand-père Owen Callaway. » Pas une question. Mia tressaillit. « Comment? Oui. Qu'est-ce que cela signifie? » Ingénieur a déposé un brevet en 1968, pour un système d'engrenage de turbine.
Mon grand-père a lancé une turbine basée sur une conception identique, a fait la fortune de ma famille. Callaway a retiré le brevet, a accepté l'argent. L'esprit de Mia se vida. Sa mère n'avait jamais parlé du travail d'Owen, seulement de tristesse. Je n'en sais rien. Je pense que si. Ou votre mère. La voix de Dante s'aiguisa. Il ne s'agit pas d'une bague volée, il s'agit d'un chantage. Vous utilisez cette vieille histoire pour obtenir de l'argent pour des factures médicales. L'accusation était si cruelle qu'elle lui coupa le souffle. Des larmes de rage montèrent. Comment osez-vous? Ma mère est mourante. Vous pensez que c'est une question d'argent? C'est une question d'honneur. L'honneur d'un homme que vous avez admis que votre famille a probablement volé. Pour la première fois, Dante parut décontenancé. Il ne vit pas une intrigante, mais une fille poussée à bout. Mon grand-père a dit à ma mère que cette bague était une preuve, continua Mia, sa voix s'élevant. La preuve qu'il a été lésé. Il n'a pas pris de pot de vin. Il a été menacé, forcé de renoncer à l'œuvre de sa vie pour protéger sa famille d'hommes comme votre grand-père. Cet argent n'était pas un paiement. C'était de l'argent pour le faire taire. Dante resta silencieux, les bruits de la ville envahissant l'espace. Sa certitude s'érodait. Il y avait deux bagues, dit-il, sa voix perdant de son tranchant. Mon arrière-grand-père en a fait faire deux. L'histoire de la famille dit qu'un frère était un traître, banni. Il la regarda, interrogateur. Votre grand-père était-il ami avec quelqu'un de ma famille? Je n'ai jamais entendu de nom Valente, sauf le vôtre. Impasse. Deux familles. Deux bagues. Deux histoires, se croisant sur un seul point litigieux. Ma mère a la bague, dit Mia, sa détermination renforcée. Vous avez votre histoire, j'ai la mienne. Je vais trouver laquelle est vraie. Dante fit un signe de tête sec. La condescendance disparut, remplacée par un respect réticent. Moi aussi. Il disparut dans les ombres, laissant Mia avec la réalisation glaçante. Leur quête de vérité était désormais inextricablement et dangereusement liée. Cette nuit-là, Mia retourna à l'hôpital avec urgence. Elle trouva Helena assise, plus forte. « Maman, nous devons parler, plus de secrets. » Helena soupira, ferma son livre. Je savais que ce jour viendrait. Dante Valente m'a trouvé. Il sait pour grand-père Owen. Il pense que nous le faisons chanter. L'expression d'Helena se durcit. Chantage. Ton grand-père était un génie, une âme douce qui pensait que le monde fonctionnait au mérite. Il a développé cette turbine sur son temps libre, son chef-d'œuvre. Elle marqua une pause, le regard lointain. Il fit confidence à un collègue proche, lui accordant sa confiance aveugle. Peu de temps après, ce même collègue accéda à un poste de direction au sein de Valente Industries. 6 mois plus tard, une visite inattendue de 2 hommes, des persuadeurs, au service de William Valente, tira votre grand-père de sa quiétude. Une froideur palpable envahit la pièce. Qu'avaient-ils fait? Ils n'avaient pas levé le petit doigt. Leur tactique était bien plus subtile. Sur notre table de cuisine, des photographies furent délicatement posées. Des images de moi dans la cour de l'école, de votre grand-mère quittant l'épicerie. Un message glaçant accompagnait ces clichés. Quelle belle famille vous avez. Il serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. La voix d'Helena s'abaissa, lourde de souvenirs. Puis, les documents furent étalés. Un accord de confidentialité cédant tous les droits à la Shell Corporation, accompagné d'une enveloppe remplie de billets. Une manœuvre digne des gangs. Il signa tout. Quel choix laissait-on? Il accepta l'argent, car le refuser aurait été perçu comme un acte de défi, et la peur le paralysait. Nous déménageâmes. Il était brisé. Mia, ils n'ont pas seulement volé son travail, ils ont volé son âme. Il est décédé 6 ans plus tard. Mais la vérité, c'est qu'ils l'ont tué ce jour-là. Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Mia, tandis qu'elle saisissait enfin l'étendue de la tristesse ancrée en sa mère. Mais l'anneau, maman, comment s'intègre-t-il dans cette histoire? Après avoir été contraint de quitter son poste, Owen sombra dans une profonde dépression. C'est alors qu'un homme le rechercha, se présentant simplement sous le nom de Daniel. Il disait avoir été informé des événements, comprenant la trahison engendrée par une famille puissante. Ils devinrent amis, 2 âmes brisées trouvant un réconfort mutuel. Le regard d'Helena s'intensifia. Avant son départ, Daniel offrit l'anneau à Owen, lui expliquant qu'il symbolisait un rêve partagé entre frères. Forgé dans l'espoir, souillé par la cupidité, garde-le comme preuve que l'intégrité a une valeur, que l'argent ne peut acheter. Un jour, le phénix renaîtra pour la bonne personne. Ce Daniel n'était donc pas un traître. Il était une autre victime,
offrant son héritage tel un gage de solidarité à un homme également spolié. « Il y a plus encore, » murmura Helena. Daniel révéla à Owen l'existence de preuves, de documents compromettants, capables de faire chuter l'Empire Valente tout entier, cachés là où seul quelqu'un portant le même sang pourrait les débusquer. Owen consigna cette énigme. Le phénix sait où le phénix vole. Le cœur de Mia s'emballa. Son grand-père avait dissimulé un secret supplémentaire, si dangereux qu'il en était mort, et quelque part dans cette ville, il n'attendait qu'à être découvert. Le hall de la First National Bank exhalait une odeur de richesse ancienne et de secrets immémoriaux. Mia avait à peine dormi, subsistant à coups de café noir et d'adrénaline. Sa tenue, une robe noire, soigneusement choisie pour une veillée funèbre ou une ultime confrontation, la rendait particulièrement visible. Les agents de sécurité la dévisagèrent avec suspicion. Elle n'avait manifestement pas sa place dans ce temple de marbre, mais la clé de la boîte 237, usée par les manipulations nerveuses d'Helena, était bien réelle. « J'ai besoin d'accéder à mon coffre-fort », déclara Mia à Madame Chen, la greffière à l'allure austère. « Votre pièce d'identité et la clé, s'il vous plaît. » Les doigts de Madame Chen dansaient sur le clavier, puis s'immobilisèrent. Son expression changea, non pas de la peur, mais une lassitude profonde. « Un instant », dit-elle en disparaissant dans l'arrière-bureau. À travers la vitre, Mia la vit passer un appel urgent. Quelque chose n'allait pas. Madame Chen revint, un sourire forcé aux lèvres. « Par ici ?» La chambre forte se trouvait en sous-sol, des marches descendant comme vers un tombeau, des murs d'acier épais, un air recyclé. Madame Chen utilisa sa clé, et la boîte 237 de Mia glissa hors de son emplacement dans un chuchotement métallique. « Je vous laisse seule, » dit Madame Chen, mais ses yeux trahissaient un message. « J'ai prévenu quelqu'un. Ils arrivent. » La porte se referma. Mia se retrouva seule avec le dernier secret de son père. À l'intérieur du coffre, un écrin de velours, bleu foncé, usé, fit trembler ses mains. Elle l'ouvrit. L'anneau du phénix brillait, identique à celui de Dante. Le même travail d'orfèvre en or, le même œil de rubis ardent comme un feu capturé. Mais en le soulevant, elle remarqua de minuscules lettres gravées à l'intérieur de l'anneau, presque invisibles. Elle l'inclina vers la lumière. Une inscription italienne apparut. « Sanguama sangu fidèle ». Le sang appelle le sang, toujours loyal. Sous la bague, une enveloppe jaunie, scellée de cire rouge portant l'empreinte du phénix, l'écriture de son père. Pour Mia, quand elle sera assez grande pour comprendre. À 24 ans, elle se sentait prête. Elle brisa le sceau d'une main tremblante. Une seule page. L'écriture familière de Marco. L'urgence d'une confession d'un homme mourant. Ma douce Mia. Si tu lis ceci, Helena t'a dit la vérité sur qui j'étais, qui tu es. L'anneau que tu tiens est la preuve de la lignée Valente, l'un des deux forgés en 1922, par un maître joaillier pour le grand Alaric Valente. Alaric en a donné un à son fils Lorenzo et un à son fils Giovanni, symbole d'unité et de pouvoir partagé. Mais le pouvoir corrompt même les frères. Quand Lorenzo est mort, Giovanni a tout pris, les affaires, la loyauté, le respect. Il a dit que Lorenzo était faible. Il a donné l'anneau de Lorenzo à son propre héritier. Il a effacé Lorenzo de l'histoire de la famille et a essayé de m'effacer. Cet anneau est le jumeau de celui que porte l'héritier de Giovanni. Il prouve que la lignée Valente s'est scindée, qu'il y avait deux héritiers. Je l'ai pris quand je suis parti parce que c'était la preuve que j'existais. La preuve que mon père existait. La preuve que la prétention de Giovanni à un pouvoir absolu était un mensonge. Je connais Giovanni, il attendra. Il planifiera sa frappe pour causer un maximum de souffrance. Si je suis mort, il a gagné. Mais toi, ma fille, tu portes les deux lignées. Tu es le pont que personne n'a vu venir. Il y a plus encore. Un autre secret que Giovanni a tué pour protéger. J'ai trouvé des preuves qui pourraient défaire tomber l'Empire Valente tout entier. Je les ai cachées là où seul quelqu'un portant mon sang pourrait les trouver. Le phénix sait où le phénix vole. Fais attention à qui tu fais confiance. Les Valentes se dévorent entre eux. Ton père qui t'aimait plus que la vie, Marco. Mia relut le message trois fois, le cœur battant à tout rompre. Son père avait dissimulé quelque chose d'autre, quelque chose de redoutable. Des pas résonnèrent dans le couloir, multiples, lourds, déterminés. Mia glissa la lettre dans son sac, serrant la bague dans son poing. La porte s'ouvrit. Dante Valente se tenait là, flanqué de deux hommes costauds aux costumes coûteux.
Derrière eux, Madame Chen planait nerveusement. « J'ai pensé que je vous épargnerais le voyage, » déclara Dante, sa voix de velours dissimulant la dureté de l'acier. « Donnez-moi l'anneau, Mia. C'est une banque. Il y a des caméras, des témoins. Les caméras sont éteintes, les témoins sont payés. » Dante entra dans la petite pièce. Les murs semblaient me se resserrer. « Vous manquez de temps, donnez-moi l'anneau. » Les doigts de Mia se crispaient. La lettre de mon père dit que cet anneau appartenait à Lorenzo Valente, que je suis une Valente, que vous le reconnaissiez ou non. Quelque chose vacilla dans le regard de Dante. Vous avez lu sa confession. J'ai lu sa vérité. Lorenzo Valente a eu un fils. Marco était votre cousin, ce qui fait de moi. Dante coupa court, une incertitude désormais perceptible dans sa voix. La famille est plus que le sang. C'est la loyauté. Votre père l'a trahi. Giovanni a trahi Lorenzo. Il a effacé son propre neveu de l'histoire. Ça suffit. La main de Dante jaillit, saisissant son poignet, non pas violemment, mais avec une autorité absolue. Sa peau était chaude contre la sienne. Ils restèrent tous deux figés au contact, leurs yeux rivés l'un sur l'autre, un gris orageux et tourmenté, sondant désormais l'anneau. Non, la mâchoire de Dante se serra. Il aurait pu le prendre. Ils le savaient tous les deux. Mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, il se pencha plus près, sa voix devenant dangereusement intime. « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous jouez. Cet anneau est une déclaration de guerre. Si la famille vous voit avec, si elle sait qui vous êtes. » Il s'arrêta. Quelque chose comme de l'inquiétude fendit son extérieur de glace. « Vous pensez vous battre pour la mémoire de votre père? Vous signez votre propre arrêt de mort. Alors pourquoi m'avertir au lieu de simplement le prendre ?» La question resta suspendue entre eux, chargée de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. La poigne de Dante sur son poignet se desserra, mais ne la relâcha pas. De près, elle put apercevoir une légère cicatrice le long de sa mâchoire, le poids des nuits blanches et des ombres sous ses yeux. « Parce que, dit-il finalement, sa voix à peine un murmure, votre père avait raison sur une chose. Le sang appelle le sang, et que cela nous plaise ou non, nous sommes liés par lui maintenant. » Il relâcha son poignet, recula. « Gardez l'anneau pour l'instant, mais demain soir, vous viendrez au domaine Valente. Apportez cet anneau et la lettre de votre père. Nous réglerons cela à l'ancienne, avec la vérité, avec des preuves, avec le conseil de famille comme témoin. Et si je refuse ?» Le sourire de Dante était froid, mais pas cruel. « Alors je cesserai d'être généreux, et vous cesserez de respirer. » Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Une dernière chose. Votre père a mentionné avoir caché des preuves qui pourraient nous détruire. Si vous les trouvez, si vous songez même à les utiliser, comprenez que vous ne vous contenterez pas de me déclarer la guerre. Vous déclarerez la guerre à toutes les familles de New York. Réfléchissez si votre mère peut survivre à ce genre d'attention. » Il partit. Ces hommes le suivaient comme des ombres. La porte de la chambre forte se referma avec un bruit sourd et creux. Mia resta seule. L'anneau brûlait dans sa paume. La lettre de son père était lourde dans son sac. L'invitation à la gueule du loup résonnait dans ses oreilles. Demain soir, le domaine Valente, vérité et conséquence. Le phénix sait où le phénix vole. Quelque part dans cette ville, son père avait caché des preuves capables de renverser un empire, et Dante Valente venait de lui révéler à quel point il les craignait. Mia ne retourna pas au restaurant. Elle ne pouvait affronter la normalité alors que son monde entier avait été réécrit de la main de son père. Au lieu de cela, elle parcourut les rues de Brooklyn, tandis que le soleil de l'après-midi déclinant à travers les bâtiments, teignant tout d'une lumière dorée et dangereuse. Le phénix sait où le phénix vole. Où un phénix volerait-il? Où son père, prudent, paranoïaque, traqué, cacherait-il quelque chose d'aussi explosif? Son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Arrêtez de me suivre » dit Mia sans préambule. Le rire sombre de Dante crépita à travers le haut-parleur. « Je ne vous suis pas, je vous protège. » Contre quoi? Contre la quarantaine, 40, d'hommes qui veulent votre mort. La nouvelle se répand. Mia. La vieille garde sait que la lignée de Lorenzo Valente n'est pas morte. Ils savent qu'il y a une fille avec un anneau qui défie l'héritage de Giovanni. Et ils ne sont pas aussi patients que moi. Mia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Un SUV noir, trois, voitures en arrière, mais elle remarqua maintenant d'autres véhicules. Une berline aux vitres teintées, une moto au coin de la rue. Trop de coïncidences. Vous m'utilisez comme appât. Je vous garde en vie assez longtemps pour obtenir des réponses. Il fit une pause. Où allez-vous? Je ne sais pas encore. Menteuse, vous êtes en train de résoudre l'énigme de votre père.
Il dit cela comme s'il avait lui aussi réfléchi. Marco était ouvrier du bâtiment, après avoir quitté la famille. Il a travaillé pour les frères Castiano pendant 15 ans. Ils ont construit la moitié de Brooklyn, y compris l'ancien siège des Valentes. Mia compléta. Les pièces s'assemblaient. Avant que votre famille ne déménage au domaine, vous opériez depuis un bâtiment à Red Hook. Papa a aidé à le construire. Le bâtiment est abandonné depuis des années, condamné. La voix de Dante devint acérée, emplie d'avertissements. Non, Mia, n'y allez pas seul, ce n'est pas sûr. Pourquoi? Qu'y a-t-il là-bas? Des fantômes, des souvenirs, du sang imprégné dans le béton. C'est là que Giovanni exécutait les traîtres, qu'il donnait l'exemple. Votre père a vu des hommes mourir dans ce bâtiment. Est-ce vraiment là que vous désirez mener votre quête? Mais Mia hélait déjà un taxi, l'adresse brûlant dans sa mémoire. Je vous retrouve demain soir à votre domaine, avec des réponses. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse protester. Le bâtiment se dressait sur le pavé brisé, tel une dent carriée. Son béton gris, lacéré de graffitis et usé par le temps, exhibait des fenêtres béantes, pareilles à des orbites vides. L'entrée principale était entravée par des chaînes rouges et des affiches menaçantes, signalant un risque d'effondrement imminent. Mia, avec une clairvoyance stupéfiante, découvrit l'entrée de service dans une ruelle adjacente. Le cadenas rouillé, après une lutte acharnée, céda sous le poids d'un simple pavé. La porte gémit en s'ouvrant, révélant un tunnel d'obscurité qui l'engloutit entièrement. L'air, à l'intérieur, était imprégné d'une odeur de décomposition et d'une violence ancienne. Le faisceau tremblant de la lampe torche de son téléphone perça l'obscurité, illuminant des graffitis délavés et des déjections de rats. Elle gravit un escalier dont les marches grinçaient de manière sinistre. Au 4e étage, une porte, distincte des autres, était ornée d'un symbole de phénix estompé, que la plupart auraient pris pour un vulgaire graffiti. Mais Mia, avec son sens aigu du détail, en reconnut l'esthétique. Son père avait l'habitude de dessiner des phénix. La porte était verrouillée, mais son chambranle pourri présenta une faiblesse. Un seul coup de pied suffit à la faire éclater. La pièce, au-delà, lui coupa le souffle. Un bureau figé dans le temps, un pupitre, des classeurs, une chaise, tous recouverts d'une épaisse couche de poussière. Mais sur le mur derrière le pupitre, une fresque monumentale représentait un phénix aux ailes déployées, surgissant de flammes qui semblaient danser. Au cœur même du phénix, là où aurait battu son cœur, un coffre-fort était incrusté dans le mur. Mia s'en approcha, les mains tremblantes. Le coffre-fort, un modèle mécanique obsolète, l'invita à la réflexion. Elle tenta sa date de naissance, rien. L'anniversaire de ses parents, rien. Puis, elle se souvint de l'inscription gravée dans sa bague. Le sang appelle le sang, toujours loyal. Et de la date du décès de Lorenzo Valente, son grand-père qu'elle n'avait jamais connu. Elle introduisit ses chiffres, ses doigts maladroits, pleins d'espoir, et le coffre s'ouvrit dans un clic satisfaisant. À l'intérieur, des documents jaunis, des papiers, des photographies, des registres et une note manuscrite de son père. Pour Mia, pour la justice, pour la vérité. Elle sortit la première photographie, manquant de la laisser tomber. Elle révélait un jeune Giovanni Valente en compagnie de fonctionnaires municipaux, de politiciens et de commissaires de police, tous souriants, tous complices. La photo suivante montrait des échanges de sacs d'argent. Les registres documentaient les pots de vin, les dessous de table, les meurtres déguisés en accidents et un réseau de chantage qui atteignait les plus hautes sphères du pouvoir new-yorkais. Ce n'était pas seulement une affaire mafieuse, c'était la preuve d'un réseau de corruption qui possédait littéralement la ville. Le dernier document était le certificat de décès de Lorenzo Valente, la cause étant une crise cardiaque. Mais à cela était joint un rapport d'autopsie d'un médecin dont le nom figurait dans le registre, recevant des paiements mensuels. La cause de la mort, modifiée par des notes manuscrites, empoisonnement à l'arsenic, administré sur plusieurs mois. Giovanni Valente n'avait pas seulement pris l'empire de son frère, il l'avait assassiné pour cela. Des pas résonnèrent dans la cage d'escalier. Plusieurs paires, lourdes, professionnelles. Le cœur de Mia s'arrêta. Elle fourra les documents dans un sac. Les pas se firent ci de plus proches. Des voix maintenant, basses et déterminées. Elle l'a vu entrer. Les ordres sont clairs. Rien ne doit rester. Ce n'étaient pas les hommes de Dante. Elle le savait avec une certitude profonde. C'était la vieille garde. Elle jeta un regard frénétique autour d'elle. Une fenêtre, peinte et scellée. Une porte menant à un couloir où la mort montait vers elle. La fresque du phénix semblait la fixer de ses yeux connaisseurs. Elle courut vers la fenêtre, utilisa une chaise pour briser la vitre.
La chute était de 3 étages, menant à l'allée en contrebas. Possible de survivre avec de la chance. Fatal sans. Les pas atteignirent la porte. « Elle est à là-dedans !» Mia grimpa sur le rebord, l'air nocturne froid contre son visage, les documents serrés dans une main, la bague de son père dans l'autre. La porte s'ouvrit brusquement. 3 hommes, armes au poing, les yeux froids comme la mort. Mia sauta. La chute dura une éternité et pas un instant. Elle heurta une benne à ordures. L'impact lui coupa le souffle. Une douleur explosive irradia dans ses côtes. Mais elle était vivante, haletante, en pleurs, vivante. Des cris d'en haut. Ils arrivaient. Elle roula hors de la benne, s'écroulant presque de douleur, et courut, boita, se traîna à travers les ruelles, à travers les rues, chaque inspiration une lame. Une voiture vira brutalement à côté d'elle. La portière s'ouvrit. « Montez !» La voix de Dante était acérée, mêlée d'autorité et de peur. Mia se jeta dans la voiture. Elle était déjà en mouvement avant que la portière ne se referme. Par la vitre arrière, elle vit les hommes émerger, brandissant des armes. Dante fit un écart brutal. Des balles étincelèrent sur le trottoir, là où ils venaient de se trouver. « Vous êtes folle !» cria-t-il, les mains cramponnées au volant. « Je vous avais dit de ne pas y aller seul. Vous m'avez suivi. Bien sûr que je vous ai suivi. Vous avez un désir de mort. » Mais ses yeux, quand ils se posèrent sur elle, étaient sombres d'inquiétude. « Êtes-vous blessé ? Les côtes sont peut-être cassées. » Il jura en italien. « Hôpital. »« Non, ils me trouveront. » Elle serra le sac contre elle. « Je l'ai, la preuve, tout. Papa aide à mort pour protéger. » La mâchoire de Dante se serra. « Qu'avez-vous trouvé ? » La vérité sur la façon dont votre oncle a bâti son empire, sur le meurtre, la corruption et le cadavre de son frère. La voiture plongea dans un silence lourd, brisé seulement par le rugissement du moteur et la respiration laborieuse de Mia. Dante les emmena hors de Brooklyn, traversant un pont vers l'obscurité qui se cachait au-delà des lumières de la ville. « Où allons-nous ? Quelque part en sécurité, quelque part où même la famille ne peut pas vous atteindre. » Il la regarda, son expression complexe mêlant colère, admiration et quelque chose de plus profond. La réunion de demain soir est devenue bien plus dangereuse pour nous deux. Pourquoi m'aidez-vous ? La question flotta entre eux. Les mains de Dante se resserrèrent sur le volant. Parce que vous avez raison au sujet de mon oncle, de cet empire bâti sur des mensonges. Il se tourna pour la regarder de face, la vulnérabilité dans ses yeux lui coupant le souffle. Et parce que vous êtes la première personne de ma vie à m'avoir dit la vérité, même si cela pouvait vous coûter la vie. Dante conduisit jusqu'à une cabane nichée dans les bois, en amont de la ville. Si loin de la cité, les étoiles brillaient réellement. Rustique mais néanmoins confortable, elle murmurait des secrets et la solitude. « C'est là que je viens quand j'ai besoin de réfléchir », expliqua Dante, la faisant descendre de la voiture, sa main sur son coude, douce et attentive à ses blessures. Personne n'est au courant, pas même les hommes qui me sont les plus proches. À l'intérieur, il la guida vers un canapé en cuir, puis disparut. Mia s'assit, agrippant le sac, chaque respiration déclenchant un incendie dans ses côtes, l'adrénaline cédant la place à l'épuisement. Les documents lui semblaient les peser une tonne. Dante revint avec un kit de premiers secours et du whisky. « Je ne suis pas médecin, mais j'ai soigné suffisamment de côtes fêlées pour connaître les bases. » Il s'agenouilla devant elle, son autorité froide habituelle remplacée par une inquiétude concentrée. « Ça va faire mal. »« Tout fait mal, » murmura Mia. Ses doigts étaient étonnamment doux, tandis qu'il l'aidait à retirer sa veste. Il souleva délicatement sa chemise, juste assez pour examiner les dégâts. Les ecchymoses étaient spectaculaires, un mélange de pourpre et de noir s'étalant sur sa cage thoracique. Rien de cassé, je pense, sévèrement contusionné. Il lui banda les côtes avec une efficacité experte, ses mains chaudes contre sa peau. « Vous avez de la chance. 3 étages sur une benne à ordures. Vous devriez être morte. Papa disait toujours que j'étais assez têtu pour survivre à tout. » Les mains de Dante s'interrompirent. Il releva la tête, son visage à quelques centimètres du sien, et pour la première fois, elle vit au-delà du chef de la mafia, l'homme en dessous. Marco était mon cousin. Je me souviens à peine de lui, j'étais jeune quand il est parti. Mais je me souviens qu'il était gentil. Giovanni disait qu'il était faible, mais maintenant je me demande si la gentillesse n'était pas son véritable crime. « Saviez-vous » demanda Mia. « Saviez-vous que Lorenzo était empoisonné » Non. Le mot « lourd » portait quelque chose qui ressemblait au chagrin. Je connaissais l'histoire officielle, crise cardiaque, cause naturelle. Giovanni parlait toujours de Lorenzo avec mépris, comme s'il était mort de faiblesse.
Il termina de bander ses côtes, puis s'assit. « Montrez-moi ce que vous avez trouvé. » Mia sortit les documents du sac, les mains tremblantes, et les étala sur la table basse. Photographies, registres, certificat de décès du médecin. Dante étudia chacun d'eux, son expression devenant de plus en plus sombre, de plus en plus froide, jusqu'à ce qu'il ressemble à une tempête sur le point d'éclater. « C'est de la trahison, dit-il finalement, pas seulement contre la famille, mais contre tout ce que nous sommes censés défendre, l'honneur, la loyauté. » Il rit amèrement. « Nous sommes des criminels, oui, mais nous avions un code, ça, et il désigna les preuves de corruption. Ce n'est que du mal. Votre oncle a tué son propre frère et a bâti un empire sur un cadavre. Qu'allez-vous faire à ce sujet ?» Dante se leva, arpentant la pièce comme un loup en cage. « Giovanni est vieux maintenant, à la retraite. Je dirige la famille, mais la vieille garde, les hommes qui l'ont aidé à construire ce cauchemar. Ils sont toujours au pouvoir, des sous-chefs, des capitaines, des soldats qui ont commis des meurtres pour des mensonges. » Il se tourna vers elle. « Si j'expose cela demain soir au conseil, cela ne détruira pas seulement l'héritage de Giovanni, cela déchirera toute la famille. Il y aura du sang, une guerre. Et si vous ne le faites pas, alors tout ce pourquoi votre père est mort ne signifie rien. Le meurtre de Lorenzo reste impuni. La corruption continue. » Il revint s'asseoir près d'elle, assez proche pour qu'elle sente sa chaleur. « Et vous resterez en danger éternellement, parce que la vieille garde ne cessera jamais de vous traquer. » Ils restèrent un long moment silencieux, le poids des choix impossibles pesant sur eux. Dehors, le vent murmurait à travers les pins. À l'intérieur, le feu que Dante avait allumé crépitait, projetant des ombres dansantes. « Pourquoi m'avez-vous vraiment amené ici ?» demanda Mia tranquillement. « Vous auriez pu me conduire à une maison sécurisée avec des gardes, mais vous m'avez amené à votre endroit privé. Pourquoi ?» Dante resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. « Parce que chaque homme de mon organisation aurait rendu compte à quelqu'un, aurait informé le conseil, aurait choisi un camp. » Il se tourna pour la regarder, l'intensité de ses yeux gris lui coupant le souffle. « Mais j'avais besoin de temps pour réfléchir, sans pression, sans politique. J'avais besoin de comprendre en quoi je crois, pas en quoi je devrais croire. Et en quoi croyez-vous ? Que vous êtes la femme la plus courageuse ou la plus folle que j'ai jamais rencontrée. Que votre père a été assassiné pour être honorable dans un monde qui punit l'honneur. Que toute ma vie a été bâtie sur les mensonges de mon oncle. » Il tendit lentement la main, lui laissant le temps de reculer, et lui écarta une mèche de cheveux de son visage. « Et que vous avez bouleversé mon monde en moins de 48 heures. » Le toucher envoya une décharge électrique à travers le corps de Mia. Elle aurait dû se retirer. Il était un Valente, l'ennemi, la raison pour laquelle son père était mort. Mais sa main resta, caressant sa joue, et elle se retrouva à se pencher dans ce geste protecteur. « Je devrais vous haïr, murmura-t-elle. « Vous devriez, reconnut-il. Je devrais vous haïr aussi. Vous êtes une menace pour tout ce que j'ai construit, tout ce que je suis. Mais... » La confession sembla lui coûter cher. « À partir du moment où vous vous êtes tenu dans ce dîner et avez défendu l'honneur de votre père, alors que vous auriez dû être terrifié, je n'ai pas pu arrêter de penser à vous, votre courage, votre feu, la façon dont vous me regardez comme si j'étais juste un homme, pas un monstre à craindre. » Le cœur de Mia cognait contre ses côtes meurtries. « Vous êtes juste un homme compliqué, dangereux, avec du sang sur les mains, mais juste un homme. » Le pouce de Dante caressa la pommette de Mia. « J'ai assassiné des gens, Mia. J'ai commis d'atroces méfaits au nom de la famille, des affaires, du pouvoir. Ton père, mon cousin. J'aurais pu le protéger si j'avais su, mais j'étais trop jeune, trop aveugle et bien trop confiant dans la version de l'histoire de Giovanni. On ne peut rien changer au passé, dit Mia, sa main venant couvrir la sienne. Mais tu peux agir sur ce qui va se produire. Tu as la capacité de redresser la situation. À quel prix ? Demanda Dante. Une guerre avec l'ancienne garde, du sang dans les rues, ma propre mort. Peut-être au détriment de devenir enfin l'homme que tu prétends être, le provoqua Mia. Tu affirmes vouloir assainir la famille, la rendre honorable. Prouve-le. Tiens-toi du côté de la vérité, même lorsque c'est difficile, surtout lorsque c'est difficile. Leurs visages étaient si proches qu'ils respiraient le même air. L'espace entre eux était empreint de tout ce qu'ils ne pouvaient exprimer. Le regard de Dante glissa vers ses lèvres, et le cœur de Mia battit avec fracas dans ses oreilles. « Si je fais ça, dit-il, sa voix à peine audible, si je suis à tes côtés demain soir, cela va tout changer. Tu comprends cela ? Il ne s'agira plus de Valente contre Rousseau, ce sera nous contre eux, ensemble. » « Ensemble !» fit écho Mia.
Ce mot sembla briser quelque chose en lui. Il se pencha lentement, lui laissant toute latitude pour l'arrêter. Mais Mia ne recula pas. Elle alla à sa rencontre, et au moment où leurs lèvres se touchèrent, ce fut comme allumer un feu de Bengale. Leur baiser était tout ce qu'il ne fallait pas, désespéré, dangereux, parfait. La main de Dante se glissa dans ses cheveux, douce malgré la passion, attentif à ses blessures. Le poing valide de Mia s'agrippa à sa chemise, le tirant encore plus près, savourant le whisky, le danger et quelque chose qui ressemblait étrangement à l'espoir. Quand ils se séparèrent enfin, haletant tous les deux, Dante posa son front contre le sien. « C'est une folie, murmura-t-il. « Complètement, acquiesça Mia. Demain soir, cela pourrait finir par nous tuer tous les deux. Je sais, et je vais quand même le faire. Je serai à tes côtés, je présenterai ces preuves, et je laisserai la famille brûler s'il le faut. » Il encadra son visage de ses deux mains. « Parce que tu as raison, parce que mon cousin mérite justice, parce que Lorenzo mérite la vérité, et parce que je suis fatigué d'être le monstre que tout le monde s'attend à ce que je sois. » Ils passèrent de la nuit à discuter, à planifier, à se préparer pour la bataille imminente. Dante lui décrivit la structure de la famille, qui serait avec eux, qui s'y opposerait. Mia examina les documents, mémorisant les détails, échafaudant leur stratégie. Au lever du jour, qui peignait la cabine de nuances dorées, ils se tenaient ensemble à la fenêtre, observant le lever du soleil. « Quoi qu'il arrive ce soir, dit Dante en prenant sa main, sache que tu m'as transformé. En 2 jours, tu m'as fait tout remettre en question et me battre pour quelque chose de réel. » Elle lui serra la main, ressentant le métal froid de l'anneau du phénix contre sa peau. « Nous allons gagner. Nous avons la vérité, et la vérité est une arme contre laquelle ils ne peuvent rien. J'espère que tu as raison, dit-il, le regard grave. Mais si les choses tournent mal, s'il semble que nous allons perdre, tu t'enfuis, tu prends ces documents et tu disparais. Promets-moi, je ne te quitterai pas. Promets-le-moi, Mia. L'un de nous doit survivre pour raconter cette histoire. » Elle voulut argumenter, mais elle vit la peur sous sa force. Pas la peur pour lui-même, mais la peur pour elle. « Je le promets, » murmura-t-elle. Dante hocha la tête, puis la serra dans ses bras, attentif à ses côtes, la tenant alors que le soleil montait plus haut. Ce soir, ils entreraient dans la gueule du lion. Ce soir, ils affronteraient les monstres qui avaient tué leur père. Ce soir, le phénix renaîtrait de ses cendres, ou il brûlerait complètement. La propriété des Valent s'étendait sur 20 acres au bord de l'eau de Long Island. Une forteresse déguisée en élégance, des murs imposants, des gardes armés à chaque entrée, des caméras ne manquant rien. Mia s'était habillée avec soin, une robe noire, l'anneau de son père sur une chaîne autour du cou, dissimulé sous le tissu, dans son sac, suffisamment de preuves pour détruire un empire. Dante était parti avant l'aube pour préparer le terrain, positionner ses alliés, organiser le champ de bataille. Il l'avait embrassée avant de partir, un baiser ardent et désespéré, comme un soldat partant à la guerre. Maintenant, alors que sa voiture revenait la chercher, Mia ressentait le poids de ce qu'ils étaient sur le point d'accomplir. Dans cette propriété vivaient des hommes qui avaient tué pour moins que ce dont elle allait les accuser. Le chauffeur croisa son regard dans le rétroviseur. « Le patron vous fait dire que le phénix renaît à minuit. » Minuit. La réunion du conseil débutait à 8 heures. 4 heures pour présenter leur dossier, observer la famille se déchirer. Survivre ou mourir en essayant. La résidence principale du domaine était un monument à l'argent sale. Des sols de marbre poli, des lustres en cristal scintillant, des œuvres d'art valant des millions sur des murs qui avaient été témoins de meurtres. Le personnel se déplaçait comme des fantômes, le regard baissé. Dante la rencontra dans le hall d'entrée, resplendissant dans un costume noir qui le faisait ressembler au prince des ténèbres. Mais ses yeux, quand ils rencontrèrent les siens, rayonnaient de chaleur. « Tu es venu, dit-il simplement. As-tu douté de moi ? J'espérais que non, j'espérais que tu choisirais la sécurité. » Il lui offrit son bras. « Mais je suis content que tu ne l'aies pas fait. » Il la guida à travers les couloirs tapissés de portraits de patriarches valantes, des hommes durs, au regard encore plus dur. Près de la fin se trouvait Giovanni Valente, dans sa jeunesse. Mia s'arrêta, fixant le visage de l'homme qui avait ordonné la mort de son père. « Il est ici, » dit Dante calmement. « Giovanni. Je n'ai pas pu l'en empêcher, c'est toujours sa maison, son conseil. Il est vieux, supposément à la retraite, mais l'ancienne garde lui obéit toujours. » Ils atteignirent de lourdes portes en chêne. Au-delà, elle entendit des voix, des hommes puissants, rudes, habitués à commander.
Dante lui serra la main une fois. « Reste près de moi. Ne parle que si on te le demande directement, et si des coups de feu éclatent, cours. » Les portes s'ouvrirent. La salle du conseil était exactement comme prévu. Une longue table en bois sombre, des chaises à dossier, haut occupées par des hommes en costumes coûteux, l'air épais de fumée de cigares. À la tête, Giovanni Valente, ancien et desséché, mais avec des yeux toujours aussi perçants que ceux d'un prédateur. La conversation cessa dès l'entrée de Mia. 20 pères dieux la suivirent avec curiosité, suspicion, hostilité. « Messieurs, dit Dante, sa voix dominant la pièce, merci de vous être réunis. J'ai amené quelqu'un avec des informations pertinentes concernant l'histoire et l'avenir de notre famille. Tu as amené une femme au conseil, dit un homme massif. C'est un lieu sacré, Dante, pas d'étranger. Elle n'est pas une étrangère. Dante tira une chaise pour Mia à sa droite, une position d'honneur et de protection. Voici Mia Russo, fille de Marco Russo, que certains d'entre vous connaissaient sous le nom de Marco Valentini, fils de Lorenzo Valente, mon cousin. La salle explosa. Cris, jurons, démentis. Des mains se dirigèrent vers des armes. Mais Dante leva la main et son autorité les fit taire. Elle a la preuve de sa lignée et, plus important encore, la preuve de crimes qui ont empoisonné cette famille pendant 30 ans. Giovanni s'exprima, sa voix comme le frottement d'os. C'est une ruse, Dante. Marco Valentini est mort sans enfant. Tout le monde le sait. Tout le monde connaît le mensonge que vous avez raconté, dit Mia, retrouvant sa voix. Elle se leva, retirant la chaîne de sous sa robe. L'anneau du phénix balança librement et la salle haleta collectivement. « L'anneau jumeau !» murmura quelqu'un. « Il existe. Impossible !» grommela Giovanni. « Cet anneau a été détruit à la mort de Lorenzo. »« Non, » l'interrompit Mia, rencontrant les yeux du vieil homme. « Cet anneau a été donné au fils de Lorenzo, mon père, comme preuve de son droit de naissance. Le droit de naissance que vous avez volé en empoisonnant votre propre frère. » Un silence absolu. Puis Giovanni rit d'un rire cruel et moqueur. « Empoisonné, Lorenzo est mort d'un cœur faible. Il est mort d'un empoisonnement à l'arsenic administré sur une période de 6 mois. » Mia sortit des documents de son sac. Ses mains étaient serrées fermes. « J'ai le véritable rapport d'autopsie. J'ai les registres montrant les paiements au médecin qui a falsifié le certificat de décès. J'ai des photographies de vous avec des fonctionnaires de la ville acceptant des pots de vin, ordonnant des meurtres. »« Mensonge !» rugit Giovanni en se levant. « Cette fille est une escroc, Dante, ne le vois-tu pas ? Dans quel but, mon oncle ? » La voix de Dante était glaciale. « Pour se faire tuer, pour déchirer la famille pour le plaisir. » Il prit les documents des mains de Mia et commença à les faire circuler. « Regardez-les, c'est votre écriture, Giovanni, vos signatures, vos crimes. » Les membres du conseil examinèrent dans les preuves avec une horreur croissante. Certains découvrant la vérité pour la première fois, d'autres voyant la preuve de crimes auxquels ils avaient participé, désormais exposés. « Vous avez tué Lorenzo, » continua Dante, sa voix tendue d'une rage contenue. « Vous avez effacé son fils de l'histoire de la famille. Vous avez ordonné le meurtre de Marco il y a 16 ans, parce qu'il aurait pu dire la vérité. Et vous avez bâti notre empire sur une corruption qui ne nous rend pas meilleurs que les criminels que nous prétendons mépriser. J'ai bâti cet empire à partir de rien. » Giovanni frappa du poing. Lorenzo était faible, mou. J'ai fait ce qui était nécessaire. « Vous avez commis un fratricide !» cria un ancien capitaine. « Il n'y a aucun honneur là-dedans. Giovanni, vous nous avez tous damnés. »« La loi est claire !» ajouta une autre voix. « Le sang appelle le sang. Si cette fille est vraiment la petite-fille de Lorenzo, elle a des droits. Elle n'a rien. » Giovanni sortit une arme, des réflexes antiques, toujours mortels, visant le cœur de Mia. Le temps ralentit. Mia vit Dante de bouger, plaçant son corps entre elle et l'arme, vit d'autres membres du conseil sortir des armes, choisissant leur camp. La pièce était sur le point de devenir un massacre. « Arrêtez !» Une voix féminine, d'une autorité tranchante. Une femme entra, âgée mais royale, vêtue de noir avec des perles. Toute la pièce se figea. « Mama !» souffla Dante. Victoria Valente, la sœur de Giovanni, la grand-mère de Dante. La matriarche qui ne quittait soi-disant jamais ses appartements. Elle marcha vers la table, d'un pas mesuré, son regard balayant la pièce comme une reine. Quand ses yeux se posèrent sur Mia, ils s'écarquillèrent de reconnaissance et de chagrin. « Tu as les yeux de Lorenzo », dit Victoria doucement, et son menton obstiné. Elle se tourna vers Giovanni. « Pose cette arme avant que mon petit-fils ne t'y oblige. Victoria, cela ne te regarde pas. Cela me regarde grandement. » Sa voix portait le poids de décennies.
J'ai gardé le silence à la mort de Lorenzo, croyant à vos mensonges. J'ai gardé le silence quand vous avez exilé son fils, croyant que c'était une affaire de famille. Mais je ne garderai pas le silence pendant que vous pointez une arme sur ma petite nièce. Victoria sortit une photographie de sa poche et la plaça sur la table. Elle montrait deux jeunes hommes presque identiques, les bras l'un autour de l'autre, riant. Lorenzo et Giovanni, avant que le pouvoir ne les corrompe. J'étais là quand vous l'avez empoisonné, dit Victoria, chaque mot étant un couteau. Je n'ai compris que des années plus tard. Le déclin lent, les symptômes. Je vous ai confronté une fois et vous m'avez menacé du même sort. Des larmes coulaient sur ses joues. J'ai vécu avec cette lâcheté pendant 30 ans, mais plus maintenant. Elle interpella le conseil. Cette jeune femme dit la vérité. Giovanni a assassiné son propre frère, exilé son neveu et bâti notre empire sur le mensonge et le sang. La question est simple. Allons-nous continuer de tolérer l'héritage d'un meurtrier ou choisir enfin l'honneur? Le silence fut total. L'arme de Giovanni, après avoir vacillé, s'abaissa. Il parut soudain vieilli, vidé, K.O. Dante, reprit Victoria, qu'en dites-vous? Le jour nouveau se lève, l'avenir de la famille repose entre vos mains. Dante se dressa, grand. Giovanni Valente, pour le meurtre de Lorenzo Valente, pour les crimes contre la famille et les violations de notre code sacré. Je vous dépouille de tout titre, de tout honneur, de toute protection. Vous n'êtes plus invalente, vous n'êtes plus rien. Le conseil éclata en discussion, mais Victoria leva la main. Ceux qui adhèrent aux anciennes méthodes, à la corruption de Giovanni, partez maintenant. Ceux qui choisissent l'honneur, Dante et la vérité, restez et aidez-nous à reconstruire. Un par un, les hommes firent leur choix. Certains partirent, la plupart restèrent. Le phénix avait ressurgi, et l'Empire ne serait plus jamais le même. La réunion du Conseil se conclut non par la violence, mais par des votes, une restructuration du pouvoir, une purge de la corruption, l'aube d'un renouveau. Giovanni fut placé en détention par sa propre famille pour affronter leur justice. La vieille garde fut progressivement écartée, pacifiquement quand c'était possible, par la force quand c'était nécessaire. À travers tout cela, Dante commandait avec une autorité inébranlable, et Mia se tenait à ses côtés. Preuve que la vérité pouvait triompher, même dans un monde bâti sur des mensonges. Cependant, alors que le domaine se vidait et que l'aube approchait, Mia ressentait le poids de ce qui venait après. Elle avait obtenu justice pour son père, dévoilé une vérité difficile, survécu à l'impossible. Le plus dur était à venir. En partant, elle retrouva Dante sur une terrasse surplombant l'océan, les premières lueurs du jour inondant le ciel. Il se tenait là, les mains dans les poches, les épaules tendues, irradiant une émotion à peine contenue. « C'est fait », dit Mia doucement, le rejoignant près de la balustrade. « Presque. » Il ne la regarda pas, la mâchoire serrée. « Vous partez ?» Ce n'était pas une question. C'était le marché. Je récupère ma vie. Vous récupérez votre famille. Nous obtenons tous les deux justice. Justice. Il rit, amer et brisé. Est-ce là ce que signifie ce sentiment de vide? Car cela ressemble davantage à une perte. Dante, ne. Il se tourna enfin vers elle, l'angoisse dans les yeux, lui coupant le souffle. Ne facilitez pas les choses. Ne soyez pas compréhensive ou gentille. Laissez-moi être en colère que vous partiez après avoir mis mon monde sens dessus-dessous. Vous saviez que cela devait finir ainsi. Je ne fais pas partie de votre monde, n'est-ce pas? Il s'approcha. L'intensité était palpable. Vous vous êtes tenu devant les hommes les plus dangereux de New York sans broncher. Vous avez présenté des preuves qui auraient pu vous coûter la vie avec des mains fermes. Vous avez changé le cours d'un empire criminel en 2 jours. Comment cela ne fait-il pas partie de ce monde? Parce que je ne veux pas que ça le soit. La voix de Mia se brisa. Je ne veux pas passer ma vie à regarder par-dessus mon épaule, à me demander si aujourd'hui est le jour où quelqu'un décide que je suis une menace. Je ne veux pas vous voir prendre des décisions impossibles, ordonner des choses terribles, porter le poids de tout ce sang. Je veux. Elle s'arrêta, les larmes menaçant de couler. Quoi? Dites-moi ce que vous voulez, Mia. Je veux une vie normale. Je veux terminer mes études, trouver un emploi qui n'implique ni balle ni trahison. Et peut-être tomber amoureuse de quelqu'un de simple. Les mots s'éteignirent, alors que l'expression de Dante se brisait. Quelqu'un de simple, répéta-t-il doucement. Quelqu'un qui n'est pas un criminel, quelqu'un qui n'a pas de sang sur les mains, et la mort dans son ombre. Il lui toucha le visage avec une infinie tendresse. Quelqu'un qui n'est pas moi. Ce n'est pas si simple. C'est exactement si simple. Son pouce effaça des larmes qu'elle n'avait pas senties couler. Je vous offre tout.
ma protection, mes ressources, mon cœur. Mais je ne peux pas vous offrir la normalité, je ne peux pas vous offrir la sécurité, et vous méritez les deux. Dante, je. La voix de Mia se brisa complètement, car il avait raison, car elle voulait une vie normale, mais elle le voulait aussi, et ces deux choses étaient en opposition. Allez-vous-en, murmura-t-il, avant que je ne fasse quelque chose d'égoïste comme vous supplier de rester. Je ne peux pas simplement vous laisser. Vous le pouvez, vous le ferez. Il sortit quelque chose de sa poche. Une clé. Il y a un appartement à Manhattan, un penthouse entièrement payé à votre nom. Un compte mis en place pour les soins médicaux de votre mère, pour vos études, tout ce dont vous avez besoin pour construire cette vie normale. Mia fixa la clé, son cœur se fendant. C'est un adieu? C'est moi qui vous laisse partir parce que je vous aime trop pour vous emprisonner dans mon monde. L'aveu planait entre eux, brut et dévastateur. Je vous aime depuis que vous vous êtes tenu dans ce restaurant et défendu l'honneur de votre père. Je vous aime à travers chaque chose dangereuse, folle, courageuse que vous avez faite. Et parce que je vous aime, je vous donne le choix que je n'ai jamais eu, le choix de partir. Les larmes coulaient en maintenant. Et si je ne veux pas partir, alors je passerai chaque jour terrifié que mon monde ne vous détruise, que mes ennemis ne vous utilisent contre moi, que vous ne vous réveillez un matin en réalisant que vous êtes devenu quelque chose que vous n'avez jamais voulu être. Il l'embrassa sur le front, s'attardant, mémorisant. Je ne vous ferai pas ça à Soro, je ne regarderai pas la lumière s'éteindre dans vos yeux à cause de moi. Alors, c'est ça. Nous. Nous faisons comme si les 2 derniers jours n'avaient pas existé. Non. Dante la serra contre lui, et elle sentit son cœur battre la chamade contre le sien. Nous nous en souviendrons, nous les porterons, et peut-être, sa voix s'enroua d'émotion. Un jour, si vous avez construit cette vie normale et que vous désirez encore quelque chose de plus, vous saurez où me trouver. Ils restèrent enlacés, alors que le soleil se levant pleinement, peignait le monde d'or et de possibilités. Mia l'inspira, le mélange de son parfum coûteux, du danger et de l'homme sous tout cela. Elle mémorisa la sensation de ses bras, le battement régulier de son cœur, la façon dont il la tenait, comme si elle était à la fois précieuse et fragile. « Je devrais vous haïr », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je sais. Je devrais être soulagée d'échapper à ce monde. » « Vous devriez. Mais tout ce que je ressens, c'est que je suis brisé. » Ses bras se resserrèrent. « Moi aussi, Amor, moi aussi. » Ils se séparèrent lentement, à contre-cœur, comme des continents qui dérivent. Dante lui tendit la clé, ses doigts s'attardant sur les siens. « Prenez soin de vous, Mia Russo. Construisez quelque chose de beau. Soyez heureuse. » Son sourire était d'une dévastation infinie. « Et ne regardez pas en arrière. » Mia voulait argumenter, se battre, refuser cette fin, mais elle vit la résolution dans ses yeux, le sacrifice qu'il faisait parce qu'il l'aimait. Et peut-être était-ce cela l'amour. Laisser quelqu'un partir, même quand ça vous détruisait. « Adieu, Dante, » murmura-t-elle. Elle s'éloigna sans regarder en arrière, même si chaque pas lui semblait mortel. Elle monta dans la voiture qu'il avait arrangée, donna au chauffeur l'adresse de l'hôpital de sa mère, et ne se permit pas de pleurer tant que le domaine ne disparut pas de sa vue. Alors, elle s'effondra complètement. 3 mois plus tard, Mia installa Elena dans un établissement privé, offrant les meilleurs soins possibles. La santé d'Elena se stabilisa, les traitements opérant de petits miracles. Elle s'inscrivit à Columbia, étudiant le commerce car elle voulait bâtir quelque chose de légitime, quelque chose de net. Le penthouse que Dante lui avait offert était magnifique, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park, des meubles de bon goût, tout ce qu'elle croyait désirer. Mais il était vide. Elle voyait occasionnellement son nom dans les journaux. Dante Valente restructure l'entreprise familiale. Valente Holdings se légitime. Il était en train de le faire. Tout ce pourquoi il s'était battu, il le rendait réel. Mais les articles n'incluaient plus jamais sa photo, comme s'il évitait délibérément les projecteurs, évitant qu'elle ne voie son visage et ne se souvienne. Mia se jeta à corps perdu dans ses études, dans les soins à Elena, dans la construction de cette vie normale. Elle sortait avec des camarades de classe, des garçons gentils aux mains propres et aux rêves simples. Elle souriait, elle riait, elle faisait semblant que son cœur n'était pas enterré dans un manoir de Long Island. Puis, une nuit, Elena l'appela avec une urgence inhabituelle. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir dans le jardin. » Le cœur de Mia s'arrêta. « Qui ? Allez voir par vous-même, bébé. » Le jardin de l'établissement était magnifique en cette soirée d'automne, les feuilles tombant comme des pluies dorées. Et là, sur un banc sous un érable, était assise une figure vêtue d'un manteau coûteux. Pas Dante, Victoria Valente. « Madame Valente, » dit Mia, la surprise et la déception se disputant dans sa poitrine. «
Que faites-vous ici? Asseyez-vous, mon enfant. Victoria tapota le banc. Nous devons parler de mon petit-fils entêté. Mia s'assit, confuse. Il va bien? Physiquement, oui, mais sous tous les autres aspects. Le sourire de Victoria était triste. Il meurt à petit feu. Mia, il gère l'entreprise avec brio. Il transforme la famille, honore la mémoire de Lorenzo, légalise tout, exactement comme vous le vouliez. Mais il est vide, un fantôme qui agit machinalement. Je ne comprends pas pourquoi vous me dites cela. Parce qu'il ne le fera pas. Parce qu'il est trop noble, trop altruiste pour admettre que vous laissez partir, la détruit. Victoria prit la main de Mia. Il pense vous protéger en restant loin. Mais dites-moi, mon enfant, vous sentez-vous protégé ou vous sentez-vous comme si vous aviez perdu la moitié de votre âme? La question frappa comme un coup. Mia avait passé 3 mois à essayer de se convaincre qu'elle était heureuse, que c'était ce qu'elle voulait. Mais la vérité était qu'elle se sentait exactement comme Victoria le décrivait. Vide, incomplète, agissant machinalement dans une vie qui semblait empruntée. « Peu importe ce que je ressens, » dit Mia, « je ne fais pas partie de ce monde. »« Quel monde ?» défia Victoria. « Le monde des affaires légitimes, car c'est ce que nous sommes maintenant. Grâce à vous, la famille Valente est devenue respectable. Opération légale, fondation caritative, pouvoir légitime. Vous nous avez changé, Mia. Vous avez fait de nous quelque chose de digne. Mais c'est toujours dangereux. La vie est dangereuse. L'amour est dangereux. Le bonheur est dangereux, parce que nous pouvons le perdre. » Victoria lui serra la main. « J'ai profondément aimé mon mari. C'était un homme complexe, un homme puissant, parfois dangereux. Mais je n'ai jamais regretté un seul instant de l'avoir aimé, même lorsque cet amour a apporté de la douleur. » Des larmes montèrent aux yeux de Mia. « J'ai peur. »« Bien sûr que vous l'êtes. Dante aussi. Il est terrifié que son monde ne vous détruise. Alors, il s'est détruit lui-même pour vous garder en sécurité. » Victoria se leva, sortant une enveloppe de son manteau. « Il ne sait pas que je suis ici. Il serait furieux s'il le savait. Mais je suis une vieille femme qui a vu trop de gens sacrifier leur bonheur par peur. Ne faites pas la même erreur, mon enfant. » Dans un geste empreint de gravité, elle glissa une enveloppe dans la main de Mia. « Voici une adresse, » déclara-t-elle. « Il y est ce soir, seul, noyant dans l'alcool le souvenir de toi. Ce que tu feras de cette information est ton choix, mais choisis avec prudence, car cette décision définira le reste de ta vie. » Victoria s'éloigna, laissant Mia seule avec l'enveloppe et un dilemme insurmontable. À l'intérieur, une simple adresse, un chalet dans le nord de l'État. Le même chalet où Dante l'avait emmené la première nuit, où ils avaient non planifié leur stratégie, où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Il l'avait gardé. Après tout ce temps, il avait préservé leur lieu. La décision la plus sage aurait été de jeter l'enveloppe, de continuer à bâtir une vie sûre et ordinaire. La décision la plus sage aurait été d'oublier cet homme dangereux qui lui avait volé le cœur. Mais Mia n'avait jamais excellé dans les choix rationnels. Elle emprunta la voiture de son infirmière maternelle et roula. Au moment où elle se gara devant le chalet, son cœur menaçait de s'échapper de sa poitrine. Des lumières brillaient aux fenêtres. Une fumée s'échappait de la cheminée. Il était là. La porte du chalet s'ouvrit avant qu'elle n'ait pu l'atteindre. Dante se tenait là, éclairé par le feu, le désordre l'habillant d'une manière qu'elle ne lui avait jamais vue. Chemise mal rentrée, cheveux en bataille, pieds nus. Il la regarda comme si elle était un fantôme, un rêve, une hallucination. Mia. Son nom était une prière, une question, un appel. « Ta grand-mère est une femme entremetteuse, » dit Mia d'une voix tremblante. « Ma grand-mère est... » Il s'interrompt. « Victoria t'a envoyé ici. Elle m'a dit que tu étais vide, mourant à petit feu, que tu faisais les choses machinalement. » Mia s'approcha. « Est-ce vrai ?» Le rire de Dante était brisé. Elle n'en avait pas le droit. « Est-ce vrai, Dante ?» Son masque se fendit. Le contrôle, l'autorité, la distance prudente, tout vola en éclats, ne laissant que la pure vérité. « Oui, » murmura-t-il, un aveu détonnant. « Chaque minute sans toi est une mort. Chaque jour de cette vie normale que tu souhaitais pour moi ressemble à une prison. Mais je persiste à croire que te laisser partir était le bon choix. Et si je ne suis pas d'accord ?» Mia réduisit la distance qui les séparait. « Et si j'ai passé 3 mois à essayer de construire cette vie normale, et tout ce que j'ai bâti est une magnifique cage? Et si le sûr et ennuyeux n'est plus ce que je désire? Mia, tu ne peux pas. Je t'aime. » Les mots explosèrent d'elle, féroces et imparables. « Je t'aime depuis le jour où tu t'es interposé entre moi et un pistolet. Depuis que tu as choisi la vérité plutôt que l'empire. Depuis que tu m'as laissé partir parce que tu pensais que cela me rendrait heureuse. Mais voici le hic, Dante. Rien ne me rend heureuse sans toi.
Tu mérites mieux. Je mérite de choisir. Elle saisit sa chemise et le rapprocha d'elle. Tu m'as donné le choix, tu te souviens? Tu m'as laissé partir pour que je puisse choisir. Eh bien, je choisis. Je choisis le compliqué et le dangereux. Et toi, la famille est légitime maintenant. Tu l'as dit toi-même. Nous avons tout changé. Ce n'est plus le même monde que celui que mon père a fui. Ce n'est pas parfait, mais c'est différent. Mieux. Elle lui prit le visage, le forçant à croiser son regard. Et je ne demande pas à rejoindre l'entreprise familiale. Je demande à rejoindre ta vie, quelle qu'en soit l'apparence, quoi que cela signifie. Dante la regarda comme s'il avait peur d'espérer. Tu es sûr? Parce qu'une fois que je me laisserai croire cela, une fois que je me laisserai t'avoir, je ne pourrai plus te laisser partir. Je suis sûr. Mia sourit à travers ses larmes. J'ai passé 3 mois à essayer de me convaincre que je pouvais vivre sans toi. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Alors, tu es coincé avec moi, Dante Valente. Pour le meilleur ou pour le pire. Pour le compliqué et le dangereux et tout ce qui se trouve entre les deux. La dernière de ses résistances s'effondra. Il la tira contre lui, la soulevant de terre, enfouissant son visage dans son cou. Mon Dieu, tu m'as manqué à chaque seconde, à chaque souffle. Alors, arrête de perdre du temps en noble sacrifice et embrasse-moi. Il le fit, et ce fut comme rentrer à la maison, retrouver une pièce manquante, se sentir entier pour la première fois depuis des mois. Ils s'embrassaient comme s'ils se noyaient, et que l'autre était l'air, comme s'ils rattrapaient le temps perdu et promettaient l'éternité simultanément. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés et riant à travers leurs larmes, Dante la porta à l'intérieur, refermant la porte d'un coup de pied. Il la déposa près du feu, puis s'agenouilla devant elle. « Je veux faire les choses correctement, » dit-il, sortant une petite boîte de sa poche. « Je l'ai achetée le lendemain de ton départ. Je l'ai portée partout comme un talisman, un rappel de ce que j'avais perdu. » Il l'ouvrit, révélant une bague en or blanc avec un diamant parfait, flanqué de 2 pierres plus petites. « C'est un motif de phénix, parce que tu es mon phénix. Mia, tu as ressurgi des cendres de la tragédie, et tu m'as sauvé de devenir le monstre que j'étais destiné à être. Dante, épouse-moi, Mia. Construisons une vie ensemble, pas dans l'ombre, pas dans la peur, mais dans la lumière, en égaux, en partenaires. » Mia s'agenouilla devant lui. Oui, 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt, puis il l'embrassa de nouveau, et ce baiser était une promesse de défis relevés ensemble, de bonheur combattu et gagné, d'un amour plus fort que la peur. Le phénix était ressuscité, et cette fois, il ne tomberait plus jamais. L'annonce des fiançailles de Dante Valente et Mia Russo fit l'effet d'une onde de choc à New York. Certains y virent un amour naissant, l'aurore d'une histoire où un homme tombait sous le charme d'une femme courageuse qui l'avait transformé. D'autres l'aperçurent comme une manœuvre stratégique, visant à légitimer la famille par la lignée de Lorenzo. Mais ceux qui les connaissaient à bien virent la vérité. 2 êtres brisés se soignant mutuellement. 2 phénix renaissant ensemble de leurs cendres. Elena Russo pleura en l'apprenant, mais ce furent des larmes de joie. « Ton père serait si fier », murmura-t-elle à Mia, tenant les mains de sa fille et de Dante. Marco vous aimait tellement, Dante. Il parlait de son petit cousin, le garçon qui posait trop de questions et rêvait de corriger les choses. Il adorerait que vous vous soyez trouvés. Le mariage fut prévu pour le printemps, mais le travail de transformation vint en premier. Dante avait restructuré les opérations familiales, mais les vieilles habitudes avaient la vie dure. Il y avait encore des territoires à gérer, des hommes qui se souvenaient des anciennes méthodes et rongeaient leurs freins sous les nouvelles règles, et il y avait des ennemis, d'autres familles qui voyaient la réforme des Valente comme une faiblesse, comme une opportunité. Mia se jeta corps et âme dans la fondation Lorenzo et Marco, travaillant avec les familles détruites par le crime organisé. Elle les aida à trouver justice, protection, de nouveaux départs. Et lentement, elle commença à comprendre le monde de son père, non pas la violence, mais la complexité. La façon dont la loyauté pouvait être belle et terrible. La façon dont le pouvoir pouvait protéger ou détruire. « Tu es doué pour ça », dit Dante un soir, la trouvant dans le bureau de la fondation entourée de dossiers. « Tu as le cœur de ton père pour la justice et l'esprit stratégique de Lorenzo. »« J'apprends des meilleurs, » dit Mia, le tirant vers elle pour un baiser. « Tu m'as appris que le pouvoir n'est pas intrinsèquement mauvais. C'est ce que tu en fais qui compte. » Mais le passé n'en avait pas encore fini avec eux. 2 mois avant le mariage, un étranger apparut à la fondation. Il était vieux, buriné, avec des yeux hantés et des mains tremblantes. Il demanda spécifiquement Mia Russo. Il déclara avoir des informations sur la mort de Marco Valentini.
Mia le rencontra dans son bureau, Dante à ses côtés, la sécurité discrètement placée à l'extérieur. L'homme se présenta comme Eddie Rousseau. Pas de lien de parenté, précisa-t-il. Il avait été contremaître sur le chantier de construction où Marco était décédé. Ce n'était pas un accident, dit Eddie, la voix brisée. J'ai porté cette culpabilité pendant 16 ans, mais je ne peux pas mourir avec cela sur la conscience. Il sortit des photographies, anciennes, fanées, montrant le chantier le jour de la mort de Marco. Les hommes de Giovanni Valente étaient ni là. Ils ont trafiqué l'équipement. Je les avais vus, mais j'étais trop effrayé pour dire quoi que ce soit. Votre père est mort parce que j'étais un lâche. Mia sentit la vieille rage revenir, le chagrin ressurgir. Mais la main de Dante trouva la sienne, ferme et réconfortante. Giovanni fait déjà face à la justice familiale, dit Dante doucement. Il passera le reste de sa vie emprisonné, sans pouvoir, voyant tout ce qu'il a construit se transformer en quelque chose qu'il ne reconnaîtra pas. C'est une punition pire que la mort pour un homme comme lui. Mais cet homme, Eddie regarda Mia avec des yeux suppliants. Votre père, il a été gentil avec moi. Il parlait de sa petite fille tout le temps. Il me montrait des photos. Il était si fier de vous. J'ai besoin que vous sachiez qu'il n'a pas souffert. Ce fut rapide, et ses derniers mots. La voix d'Eddie se brisa. Il a dit « Dites à mes filles que je les aime ». Les larmes que Mia avait retenues coulèrent librement. Dante la tira contre lui, tandis qu'Eddie continuait. « Il savait, n'est-ce pas ?» murmura Mia. « Papa savait qu'il venait le chercher. C'est pourquoi il a écrit cette lettre. Cacher les preuves. Il savait. Il a choisi d'y faire face plutôt que de fuir. Il a choisi de vous protéger, toi et ta mère, plutôt que de se sauver, » dit Dante. C'est le genre d'homme qu'il était, le genre de Valente qu'il était. Eddie leur donna tout, son témoignage, d'autres photographies, des documents qui complétèrent les dernières pièces du puzzle. Avec ces preuves, combinées à ce que Mia avait trouvé, le dossier contre Giovanni était irréfutable. Alors qu'Eddie partait, Mia sentit quelque chose bouger en elle. La quête de justice qui l'avait animée pendant des mois était achevée. Giovanni paierait. La vérité était connue. Le nom de son père était blanchi. Maintenant venait le travail le plus ardu. Construire l'avenir, et non se contenter de venger le passé. « Je dois faire quelque chose, » dit Mia cette nuit-là, allongée dans les bras de Dante dans le penthouse. « Pour papa. Quelque chose de plus que la justice. À quoi penses-tu ? Un fonds de bourse pour les enfants de travailleurs du bâtiment, surtout ceux qui ont perdu leurs parents à cause d'accidents du travail. » Elle se tourna pour lui faire face. « Au nom de Marco Russo, que son héritage soit l'éducation, l'opportunité, une chance de construire quelque chose de meilleur. » Dante sourit, et c'était un sourire authentique. Elle aimait celui qui le faisait paraître jeune et plein d'espoir. « C'est parfait, nous le financerons par l'intermédiaire de la fondation. Faites-le assez grand pour aider des centaines d'enfants. Et je veux étendre le travail de la fondation, non seulement aux familles touchées par le crime, mais à toute personne piégée par les circonstances, par des systèmes conçus pour les maintenir à terre. Je veux donner aux gens le même choix que tu m'as donné, le choix de construire une vie différente. Tu vas changer le monde, n'est-ce pas ? Dit Dante avec émerveillement, avec fierté. Nous allons le changer, corrigea Mia, ensemble. Le défi suivant vint d'une source inattendue. Lors d'une réunion du nouveau leadership familial de Dante, l'un des capitaines les plus jeunes, un homme nommé Tony, qui avait soutenu leur réforme, posa la question que d'autres se posaient. « Qu'en est-il de la succession ?» demanda Tony prudemment. « Je n'essaie pas de causer des problèmes, mais la famille a besoin de savoir. Si quelque chose vous arrive, Dante, à Dieu ne plaise, qui dirige ? Nous ne sommes plus la famille d'antan. Les vieilles règles ne s'appliquaient peut-être plus. C'était une question juste. La succession traditionnelle reviendrait au parent masculin le plus proche de Dante, mais celui-ci n'avait ni frère ni fils. Ses cousins étaient nés soit trop jeunes, soit avaient choisi une vie civile. La succession échoua à la personne la plus apte à diriger, déclara Dante avec fermeté. Le genre, la lignée, ces vieux préjugés prennent fin avec nous. Le prochain chef sera choisi pour son caractère, sa vision, son engagement envers la nouvelle voie de la famille. Il regarda Mia, et elle comprit ce qu'il pensait, avant même qu'il ne le dise. Et si Mia choisit de diriger à mes côtés maintenant, et après moi un jour, alors elle dirigera. La petite fille de Lorenzo, la fille de Marco. Il n'y a pas de lignée Valente plus pure. Personne n'a plus de droit. La pièce fut le théâtre d'un déchaînement de discussions. Certains l'approuvèrent immédiatement. D'autres eurent besoin d'être convaincus. Mais Victoria, présente en tant que matriarche de la famille,
leva la main pour réclamer le silence. Dans l'ancien pays, dit-elle, sa voix empreinte d'autorité, nous avions des reines autant que des rois. Les dirigeants étaient choisis pour leur sagesse, pas seulement pour la tradition. Si Dante dit que Mia est digne et que je vois qu'elle l'est, alors quiconque s'oppose à elle s'oppose à moi. Son regard balaya la pièce, défiant toute opposition. Le vote, quand il eut lieu, fut unanime. Mia fut reconnue non seulement comme la fiancée de Dante, mais aussi comme co-dirigeante de la famille Valente transformée. C'était à la fois terrifiant et stimulant. Cette nuit-là, veillant tandis que Dante dormait, Mia songea à son parcours, de serveuse à partenaire d'un ancien chef de la pègre réformée, co-dirigeante d'un empire familial, championne des oubliés. Son père aurait été stupéfait. Ou peut-être pas. Peut-être Marco avait-il toujours su que sa fille portait cette force en elle. Elle sortit l'anneau du phénix, l'anneau de son père, à présent le sien de droit, et l'étudia au clair de lune. L'œil de Ruby sembla lui faire un clin d'œil, complice et fier. « Nous l'avons fait, papa, » murmura-t-elle. « Nous avons tout changé, exactement comme tu l'espérais. Demain apporterait de nouveaux défis. Il y aurait des ennemis à affronter, des réformes à instaurer, une famille à guider vers un avenir incertain. Mais ce soir, Mia Russo, Mia Valentini, bientôt, se sentait en paix. Le phénix s'était élevé, l'empire s'était transformé, et l'amour avait triomphé de la peur. Les fondations étaient imposées. Maintenant, place à la construction. Le printemps arriva à New York comme une promesse tenue, peignant la ville de fleurs, de couleurs et de possibilités. Mia se tenait devant le miroir en pied de sa suite au Plaza Hotel, reconnaissant à peine la femme qui la fixait. Sa robe de mariée était d'une élégante simplicité, de la soie blanche qui flottait comme l'eau, des manches de dentelle qui frôlèrent la peau. Mais c'étaient ses yeux qui avaient le plus changé. Ils n'étaient plus hantés par le chagrin et la peur. Ils brillaient d'un éclat de détermination et de joie. « Tu ressembles à une reine, » dit Helena depuis son fauteuil roulant, les larmes coulant à flots. Sa santé s'était considérablement améliorée grâce à des soins appropriés, lui donnant la force de vivre ce jour. Marco serait empli de fierté. « J'aurais tant aimé qu'il soit là, » murmura Mia. « Il l'est, ma chérie. À chaque instant, il est là, » répondit Helena. Victoria entra, majestueuse dans une tenue argentée, portant un écrin de velours, quelque chose d'ancien de la famille. Elle l'ouvrit, révélant un diadème de diamants qui avait appartenu à l'arrière-grand-mère de Dante. « Tu es une Valente maintenant, même avant les vœux. Porte-le avec honneur. » Alors que Victoria plaçait le diadème sur la tête de Mia, quelqu'un frappa. Helena roula son fauteuil pour ouvrir et Mia l'entendit halter. « Est-ce que je peux ?» Une voix d'homme, rauque d'émotion. Mia se retourna pour découvrir un inconnu dans l'entrebâillement de la porte, âgé, distingué, avec des yeux qui reflétaient les siens. Il était flanqué de gardes du corps, mais son attention était entièrement tournée vers elle. « Qui ?» commença Mia. « C'est Antonio Valentini », expliqua doucement Victoria. « Le jeune frère de Lorenzo, ton grand-oncle. Il vit en Italie depuis 40 ans, mais je l'ai retrouvé. Il voulait te rencontrer. » Antonio s'avança lentement, comme s'il approchait quelque chose de précieux et fragile. « Mia, » souffla-t-il, « tu as l'esprit de Lorenzo dans tes yeux et le cœur doux de Marco dans ton sourire. » Des larmes sillonnaient son visage buriné. « J'ai fui quand Giovanni a pris le contrôle, trop lâche pour me battre. Je l'ai regretté chaque jour, mais en te voyant maintenant, en sachant que tu as fait ce que je n'ai pas pu, tu as restauré l'honneur de notre famille. » Il sortit une photographie de sa poche. 3 jeunes hommes, bras dessus, bras dessous, riant. Lorenzo, Giovanni et moi, avant que le pouvoir ne nous empoisonne. Garde-la. Souviens-toi, nous n'avons pas toujours été brisés. Souviens-toi que l'amour existait avant la chute. Mia prit la photographie d'une main tremblante. Voudras-tu donner mon bras à ma mère pour l'offrir? Papa aurait voulu que la famille, la vraie famille, en fasse partie. Le sanglot d'Antonio fut une réponse suffisante. La cérémonie se déroula dans les jardins du domaine, transformée en un lieu magique. Des fleurs blanches débordaient de partout. Des centaines de bougies attendaient le coucher du soleil. La liste des invités était sans précédent. Des membres de la famille réformée côtoyaient d'anciens ennemis devenus alliés. Des chefs d'entreprise côtoyaient des bénéficiaires de la fondation. Le vieux monde rencontrait le nouveau. Tandis que la musique de la procession commençait, Mia marchait entre le fauteuil roulant de sa mère et la réception fut exubérante. Les discours furent tantôt empreints d'émotion, tantôt hilarants. Ils dansèrent leur première danse sur une chanson, évoquant la renaissance des cendres. Et Mia posa sa tête sur la poitrine de Dante, sentant son cœur battre, régulier et fort. « À quoi penses-tu » murmura-t-il.
que nous l'avons fait. Malgré tout, la violence, la perte, la peur, nous l'avons fait. Nous nous sommes trouvés. Nous avons changé le monde. Nous commençons tout juste, corrigea Dante. C'est la fondation. Maintenant vient le vrai travail. Élever des enfants dans ce monde, guider la famille à travers des décennies de changements, affronter les ennemis qui surgiront. Qu'ils viennent, dit Mia avec ferveur. Nous sommes des phénix, tu te souviens? Nous nous élevons. À mesure que la nuit s'épaississait, Mia se retrouva sur la terrasse avec Elena, observant la célébration à travers les fenêtres. « Ton père m'est apparu en rêve la nuit dernière, » dit Elena doucement. « Il m'a dit de te donner quelque chose. » Elle sortit une lettre de son sac à main, ancienne, scellée de l'écriture de Marco. Il l'a écrite une semaine avant sa mort. Il m'a fait promettre de te la donner le jour de ton mariage. Les mains de Mia tremblèrent en l'ouvrant. L'écriture familière de Marco s'offrit à ses yeux. « Ma très chère Mia, si tu lis ceci le jour de ton mariage, cela signifie que je suis parti. Cela signifie que je n'ai pas pu te conduire à l'autel, menacer ton futur mari, pleurer comme un idiot pendant que ma petite fille devient une femme. Mais je sais aussi que si tu as trouvé quelqu'un digne du mariage, tu as trouvé quelqu'un d'extraordinaire, parce que toi, ma chère fille, tu es extraordinaire, intelligente, féroce, compatissante, tout ce que j'espérais que tu serais. J'ai vécu 2 vies, l'une en tant que Marco Valentini, piégé dans un monde de violence, et l'autre en tant que Marco Russo, libre d'aimer ta mère et toi. La seconde vie fut plus courte, plus difficile, mais infiniment meilleure parce qu'elle était bâtie sur la vérité et l'amour. Quoi que tu choisisses, où que tu ailles, souviens-toi que tu es à la fois Valentini et Russo. Tu portes la force d'une lignée puissante et le cœur de quelqu'un qui a choisi l'amour plutôt que le pouvoir. Cette combinaison te rend invincible. Construis quelque chose de beau, mon phénix. Relève-toi de toutes les cendres que la vie créera et sache que je t'ai aimé au-delà de toute mesure, au-delà de toute raison, au-delà de la mort même. Ton père qui veillera toujours sur toi, Marco. Mia serra la lettre contre sa poitrine, les larmes coulant. Elena enveloppa sa fille de ses bras. Il savait, murmura Mia, d'une certaine manière. Il savait que je trouverais mon chemin ici, que je prendrais tout ce qu'il m'a donné et que je construirais quelque chose de digne. Dante les trouva là, sachant instinctivement que Mia avait besoin de lui. Il lut la lettre par-dessus son épaule, puis les attira toutes deux dans une étreinte. « Nous le rendrons fier, promit-il. Chaque jour, chaque choix, chaque bataille, nous les rendrons tous fiers. » Alors que minuit approchait, Mia avait une dernière chose à faire. Elle réunit la famille, Victoria, Antonio, les membres réformés, les bénéficiaires de la fondation. Au centre du jardin, elle plaça 2 anneaux côte à côte sur un piédestal, l'anneau du phénix de son père et le jumeau de Dante. Ces anneaux furent créés comme des symboles d'unité, dit-elle, sa voix portant dans la nuit silencieuse. Ils furent séparés par la cupidité et la peur, mais ce soir, ils sont réunis, qu'ils nous rappellent que ce qui est brisé peut être réparé, que les phénix s'élèvent, que l'amour triomphe. Elle prit l'anneau de son père et le plaça au doigt d'Antonio. C'était l'héritage de Lorenzo, transmis à son fils, conservé en sécurité à travers la tragédie. Maintenant, il te revient, mon oncle, représentant la famille que nous étions avant la corruption. Puis elle se tourna vers Dante, prit son anneau et le plaça en pendentif autour de son propre cou. Et cela représente ce que nous construisons, une famille d'honneur, de lumière, d'amour. Nous le porterons ensemble, partenaires égaux dans ce nouvel empire. L'assemblée éclata en applaudissements. Et tandis que les feux d'artifice explosaient au-dessus de leurs têtes, peignant la nuit en or et argent, Mia et Dante se tenaient ensemble, mains jointes, visages tournés vers la lumière. Ils avaient affronté la mort et la trahison. Ils avaient découvert des mensonges vieux d'un siècle. Ils avaient réussi à transmuer un empire criminel en une entité respectable et, contre toute attente, avaient découvert un amour destiné à marquer les générations à venir. Le phénix avait majestueusement rené de ses cendres. L'empire s'était métamorphosé. L'avenir, leur avenir, scintillait désormais d'une promesse éclatante. 5 années plus tard, le gala annuel de la Fondation s'était imposé comme un événement incontournable de New York. Sur scène, Mia, enceinte de 5 mois de leur second enfant, rayonnait, tandis que leur fille Sophia reposait paisiblement dans les bras de Dante, à ses côtés. Il y a 5 ans, j'étais une simple serveuse qui a remarqué une bague. Cette simple observation a tout changé. Ce soir,
nous célébrons l'achèvement du centre communautaire Lorenzo Daniel et Marco Valentini. C'est un lieu où les familles pourront trouver aide, espoir et une opportunité de bâtir un avenir meilleur, car c'est la voie des phénix. Nous nous élevons, nous reconstruisons, nous nous souvenons, et nous n'abandonnons jamais. Les applaudissements résonnèrent, tonitruants, emplissant la salle. Alors que Mia posait son regard sur sa famille, son mari, sa fille, sa mère, désormais en pleine santé et souriante, ainsi que sur sa nouvelle famille, constituée d'âmes transformées, les dernières paroles de son père lui revinrent à l'esprit. Construisez quelque chose de beau. Elle l'avait fait, ils l'avaient tous fait, et l'envol du phénix ne faisait que commencer. Si vous appréciez ce genre de récit captivant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de me montrer votre soutien et de me faire savoir que vous avez réellement aimé. Même si vous regardez sur votre télévision, prenez un instant pour rejoindre cette communauté de passionnés d'histoire, riches en émotions et en humanité. Votre soutien est primordial et nous permet de vous offrir encore plus de récits captivants de ce genre.